Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Exergue. Notre capacité à revenir sur l'expérience passée s'affine avec le concours de quelqu'un qui aide à regarder ce que l'on refuse de voir, à comprendre comment, par exemple lorsqu'on a peur, beaucoup de signes nous échappent. On apprend ainsi à nommer, à mettre en mots, malgré l'incompréhension chronique à laquelle chacun est confronté. Mireille Sifali, 1966, page 126. L'énigme en ce qu'elle produit un appel d'air et un appel d'être, donc un manque, engendre le désir d'apprendre. Joseph Roussel, 2007, page 133. Illustration page 9, copyright Anne-Nicole Cario. Préambule. Joseph Roussel, psychanalyste, superviseur, écrivain roussel@psycasoc.com. J'ai fait un rêve. Pas celui de Martin Luther King, bien sûr. J'avais une séance de supervision avec une équipe. Mais avant de m'y rendre, je devais me délester de ce qui m'encombrait. Dans la main droite, je portais une pile de livres avec des lunettes et dans la gauche un gros chat noir qui me faisait les yeux doux. L'heure du rendez-vous à l'autre bout de la ville approchait, et je tournais en vain cherchant où déposer livres, lunettes et chat. La veille, j'avais reçu le manuscrit définitif qui suit, mis à maturer pendant plusieurs mois. Janine Duval-Hérodet dans son mail me demandait de bien vouloir écrire une préface. Depuis Freud et ses trouvailles géniales sur la science des rêves, on en sait un bout. Ce qui s'est passé la veille habite et habille les rêves nocturnes et surtout ceux du matin. Le travail du rêve, Traumarbeit, reconstruit les éléments épars à la mesure du souhait du rêveur. Je ne donnerai pas ici, bien évidemment, les coordonnées personnelles qui structurent ce rêve, mais j'en tirerai une leçon utile, je pense, pour tout superviseur et pour tout participant à un espace de supervision. Dans ce rêve, il s'agit de se débarrasser des encombrants. Les livres d'abord. Il y a bien lieu d'approcher l'espace de supervision détaché du savoir et des savoirs. De se libérer du connu pour, comme le recommandait Freud à propos de la cure, redémarrer à chaque fois neuf. Mettre au vestiaire son savoir ne va pas de soi. La posture de superviseur, comme on peut le constater dans les pages qui suivent, ça rime d'un savoir ne pas savoir, d'un, comme je le dis souvent, y être sans y être. Cette figure de style oxymorique indique bien l'aporie de la position. Aporie, du grec aporia, ça ne passe pas. C'est du lieu d'une mise en impasse du savoir que la vérité peut surgir. Sachant que de vérité, il n'en est pas d'autre que celle qui sort de la bouche de chacun. Mais il ne s'agit pas d'un laisser-aller, ni d'une forme de je m'en foutisme, advienne que pourra. Le superviseur dépose d'abord, en amont, son savoir dans les linéaments d'un dispositif rigoureux. C'est comme pour une maison, on assure les fondations et ensuite on peut construire. Cela est vrai de toute règle, de tout cadre qui ne sont mobilisés qu'à titre de moyen. Il faut donc paradoxalement beaucoup de savoir pour ne pas savoir. C'est la condition pour que le cadre du dispositif circonscrive un espace vide, une arène sur le sable de laquelle chaque participant, superviseur compris, va s'avancer pour livrer combat. Tel le toréador face au taureau. On ne sait jamais ce qui va se passer. Et de temps à autre, comme a pu le souligner Federico Garcia Lorca dans son éblouissant texte Jeux et théorie du duende, les positions subjectives et collectives s'en trouvent transformées. Les lignes bougent. C'est ce qu'on est en droit d'attendre d'une séance de supervision. Que là où les affres du transfert empèguent le professionnel advienne une certaine légèreté. On y est parfois touché par la grâce, gage d'un savoir-y-faire renouvelé. De la supervision considérée comme une tauromachie, paraphrase pour faire clin d'œil à Michel Léris dans son magnifique L'âge d'homme. Le paradoxe, c'est qu'il faut traverser beaucoup de savoirs, se laisser dériver dans les méandres de disciplines diverses et variées, où les sciences dites humaines servent de point d'amarrage. Peut-être devrait-on réveiller l'ancien terme d'humanité, questionner et questionner sans fin les limites des connaissances en philosophie, pédagogie, psychologie, sociologie, anthropologie, psychanalyse, etc., pour au bout du compte, à pied des apostrophes, œuvre, se laisser dépouiller et aborder chaque situation explorée en séance de supervision avec un regard neuf. Quelle ascèse! Savoir ne pas savoir ne consiste nullement à jeter le savoir par-dessus les moulins. La position exige de mettre le savoir au bon endroit, d'ajuster les bonnes chevilles dans les bons trous. D'où la justesse du terme de clinique pour désigner ces séances.
Une clinique de la rencontre humaine dans le groupe. Une clinique de la surprise et de l'étonnement. Une clinique de l'énigme. Le superviseur, comme on le constate chez Janine Duval-Hérodet, occupe la place à l'issue d'un très long cheminement intellectuel, universitaire, mais aussi pratique. La coordinatrice des travaux qui suivent et s'offre à lire, a traversé toutes les strates de l'enseignement, ponctuée par une recherche doctorale et un exercice du métier comme psychopédagogue. Il faut bien, pour soutenir des collègues confrontés à la difficulté d'enseigner et d'éduquer, que l'animateur superviseur ait un petit temps d'avance. Non seulement sur le plan du savoir, mais surtout du savoir-être et du savoir-faire. D'où un travail personnel comme on dit, sans lequel il serait lui-même ballotté à corps perdu dans les dérives pulsionnelles, les jeux d'ombre du transfert et pour tout dire les chicanes du désir inconscient. C'est bien en explorant soi-même, en soi, à même son corps, précise Freud, ce qu'il habite au plus intime, que le superviseur peut s'autoriser à en soutenir d'autres à son tour. En la matière, comme dans l'exercice de la psychanalyse dont l'usage d'une supervision raisonnée s'inspire, il n'est pas d'autre autorisation à attendre que de ne s'autoriser que de soi-même. Encore faudrait-il ajouter la coda que Lacan dépose quelques 10 années plus tard, et de quelques autres, pour faire bon poids. Les textes que l'on peut lire ici, et du superviseur et de quelques supervisés, participent de ce partage avec les quelques autres. Ce cheminement témoigne ainsi d'un mode de transmission original et bien vivant. Se débarrasser des livres donc, non sans les avoir préalablement mangés. Tel Sartre refusant le prix Nobel de littérature en 1964, parce que l'écrivain ne s'avance avec rien dans les mains, rien dans les poches. C'est de ce dénuement, de ce dépouillement, de ce renoncement que se soutient la posture du superviseur. Et si l'on pousse le bouchon jusqu'à ce que le poisson morde, j'ajouterai la condition ultime, que le superviseur ne se prenne pas pour le superviseur, mais qu'il accepte de se mettre au service de la fonction. Et jeter les lunettes. La supervision n'induit pas, comme le sous-entend imaginairement le mot, que l'on puisse apporter pour le superviseur ou obtenir pour les participants une vision, un point de vue surplombant. Bien entendu, la structure du transfert est telle qu'elle repose sur une illusion. Les professionnels participant aux séances supposent au superviseur un savoir sur leurs difficultés. Il détiendrait le couteau suisse universel qui permettrait de résoudre toute situation, de lever tout embarras. Il lui suppose une supervision. C'est légitime, c'est même ce qui les locaux motive. Cette supposition que les participants lui attribuent de savoir y faire, avec un groupe d'élèves, d'enfants difficiles, d'adultes en formation, de décrocheurs et autres épinglés par des dénominations plus que ségrégantes, le travail que fait le superviseur, soit en contrôle individuel, soit comme certains en groupe d'intervision, comme on le désigne en Belgique, lui permet de la faire chuter. Il laisse tomber les lunettes. Tel René Magritte dans cette toile de 1963, titrée La lunette d'approche, qui représente une fenêtre où se reflète le bleu du ciel, mais dont l'entrouverture révèle le noir, le vide, il réalise que dans cet espace, il n'y a rien à voir. Ça n'est pas un espace spectaculaire, mais un théâtre de parole. Un théâtre sans spectateur. Ce en quoi on peut le rapprocher du psychodrame de Moreno. Rien à voir, circuler, tout à dire, parler. Cet espace singulier dédié à la parole des professionnels sur ce qui, dans la relation pédagogique et éducative les bouleverse, refait le chemin de l'invention qui fit passer la thérapeutique d'une clinique du regard dans la médecine classique à une clinique de la parole avec la découverte freudienne, dont les prémices se lisent déjà chez Pinel et Esquirol. Donc le superviseur ne saurait s'appareiller d'un artefact qui lui donnerait une supervision. Là, il s'agit de parler et d'écouter. Rien de plus, rien de moins. La pulsion scopique s'y réduit à un « tu vois ce que je veux dire ?» Et le chat dans tout ça ? Me dira le lecteur. Chat alors. Chat perché s'aperçait. Chat langoureux de rêve qui me fit les yeux doux. Chat ronronnant. Mais aussi chat aux griffes acérées. Pourquoi faut-il aussi le déposer ? Il appelle à la caresse dans le sens du poil, à la tendresse, à l'oblativité, voire la commisération et la pitié. On ne va quand même pas l'abandonner ? Mais il tient dans la main gauche ce que les inquisiteurs du Moyen-Âge avaient repéré comme la sinistra, la main du diable. Mais dans la supervision, le superviseur est sans pitié. La fonction l'exige, la posture l'incarne. Il ne se laisse aller ni à vouloir le bien des participants,
dont cela ne fait pas de mal de rappeler qu'Emmanuel Kant en disait que c'est la pire des tyrannies, ni à une forme larvée de charité sirupeuse comme on le peut voir dans certains groupes de parole, ni au jugement sur les dires qui se déposent en ce lieu. J'ai toujours dit, occupant la place de superviseur, qu'en ce lieu le plus beau des cadeaux que l'on puisse se faire, c'est de ne pas se faire de cadeaux. C'est-à-dire de parler franco, sans embâge, sans détour, prenant appui sur ce qui a traversé chacun. Comme Lacan le dit à propos du psychanalyste, le superviseur, des charites. Cela ne signifie nullement de se livrer à je ne sais quelle dénonciation, critique féroce et autres formes dérivées du sadisme. Non. Il y a lieu de préserver une certaine affectio societatis, allant parfois jusqu'à admettre que, castigatridindo mort, on corrige les mœurs en riant. Donc pas de chat chez nous. Laissons-le au père Lustucru. Souvenons-nous ici de l'invitation de Jacques Lacan que l'on peut traduire à l'aune de la supervision, faite de la psychanalyse amusante. Amusant n'implique pas qu'on s'y marre comme des baleines, mais peut-être que l'on sache se laisser inspirer par les muses et se livrer au musement. Voilà un bien vieux mot de notre bien vieille langue. Muser a pour sens à l'origine de rester le museau en l'air, flâner. Mais il a aussi produit la musette et son bal, cette musique légère qui met les cœurs en joie et les corps en fête. Le musement est lui aussi tiré de la littérature du Moyen-Âge. Un des plus beaux exemples du musement nous est offert par le passage du Conte du Graal où Perceval muse sur 3 gouttes de sang se détachant sur la neige, qui lui rappelle la joue blanche et colorée de sa bien-aimée. Dans le texte, Percevaxor les gothès mustot la matini et ustant que hors des temps ici resquilleurs qui musaient le vire et cuidront qu'il sommelaste. V 4189-93e. Dans l'espace de la supervision, le musement désignerait cet espace entre deux où circule à demi-mot, dans le midi de la vérité, dans un certain flottement que suscite une parole à bâton rompu, les représentations, les affects, les sensations, les bruissements qui troublent, comme l'eau trouble le pastis, un professionnel en lien étroit pour les besoins de son métier avec un autre humain. Là où le sujet muse avec l'autre qui l'habite. Muser ou muser, il faut choisir. J'ai particulièrement goûté le musement de ceux dont les textes suivent, que je ne sais de quel vocable désigner, écrivain ? Certes non. Écriveur, écrivant, scribe, chroniqueur. Aucun témoin peut-être ? Ne me semble vraiment convenir ni révéler la singularité de cette écriture singulière qui trace un chemin et fait nouage entre une pratique de terrain, en soi invisible, un dire en supervision, mais dont le lecteur ne sait rien, et un écrit qui donne dans l'après-coup la note juste de ce cheminement. Un effet d'après-coup sur lequel insiste à juste titre Jeannine Duval-Hérodet, dans son introduction. Une traversée. Le lecteur reçoit ainsi les échos obscurs et lointains de ce qui s'est travaillé ailleurs, dans une classe, un cours, un atelier, une formation professionnelle qui s'est ensuite déplacée dans un autre espace de dire, a été revisité, trituré, malaxé dans le Sprache-apparat. Il peut ainsi recueillir, gravé dans la tablature des 26 petites lettres de l'alphabet, l'écume des jours de ces professionnels qui se sont dévoués à la cause de la formation, de la transmission, de l'enseignement. Là où parfois ils enseignent. Car c'est dans les écorchures de la pratique et dans les reprises que l'on en fait en supervision que se patine un exercice inventif, délesté des armures défensives, ouvert aux 4 vents de ces jeunes et moins jeunes qui s'avancent, et chacun selon son style, sur une ligne d'horizon dont nul ne connaît ni le sens ni la direction et qu'aucun algorithme ne saurait capturer. Introduction. Jeannine Duval-Hérodet. Les différents auteurs de cet ouvrage sont des enseignants de collège et des formateurs. Ces derniers interviennent désormais eux-mêmes auprès de groupes de professeurs. Tous ont accepté de témoigner de leur propre vécu d'un dispositif dénommé « Analyse clinique de la pratique », soit en tant que participants, soit de leur place toute nouvelle d'intervenants. En qualité de superviseur et de formatrice, il me revient dans cette introduction d'apporter quelques réponses à une série de questions. 1. Pour quelles raisons est-il important de centrer les analyses sur la relation entre l'enseignant et son élève, entre un formateur et l'enseignant débutant qui l'accompagne ? 2. Quelles ont été les demandes, et quelles ont été les réponses institutionnelles ? 3. Quel est le dispositif mis en œuvre ? Je présenterai ensuite, dans un 4e point, les conditions de cette écriture et en quelques mots chacun de ces textes.
Je pose d'emblée avec tous les groupes que je rencontre que cette dénomination analyse clinique de la pratique est synonyme de supervision en groupe ou encore supervision d'équipe. Celui que je nomme intervenant peut également être nommé superviseur. C'est le contexte institutionnel de la demande qui va conduire au choix d'une appellation ou d'une autre, ce qui n'en modifie ni les contenus ni les processus en jeu. L'importance de la relation dans l'enseignement et dans la formation. En 1949, Michael Balin avait mis au point un dispositif pour analyser entre praticiens la relation entre le médecin et son malade. Il était convaincu de l'importance que prend la qualité de cette relation dans l'évolution de la maladie. Que se passe-t-il dans la relation entre un enseignant et son élève ? Qu'en est-il de ses effets, non seulement sur l'apprentissage, mais aussi sur la construction de l'élève en tant que sujet ? Qu'en est-il du côté de l'enseignant ? Nous devrons interroger de la même manière ce qui se passe dans la relation entre un tuteur et un enseignant débutant qu'il a en charge d'accompagner. Que se passe-t-il du côté de l'élève ? Même si leurs approches et conceptions sont différentes, les scientifiques s'accordent aujourd'hui pour affirmer qu'affectifs et processus d'apprentissage sont indissociables, qu'il existe de nombreux points de convergence entre cognition et émotion, entre la qualité de la relation et l'investissement scolaire, qu'il s'agisse de facteurs favorisants ou de sources de blocage, voire de décrochage. Il est reconnu aujourd'hui, de plus, que la qualité de l'environnement agit jusque sur l'organisation cérébrale de l'enfant. C'est dire son importance. Il n'y a pas 36 énergies psychiques différentes. Cette énergie alimente le plaisir et la peur d'apprendre, le plaisir et la peur de grandir, de guérir ou d'aller de l'avant. Nos propres souvenirs scolaires peuvent nous renvoyer à des enseignants qui nous ont stimulés, ou au contraire découragés. Rien n'est plus fort que la peur, l'angoisse de l'inconnu. Toutefois, une seule rencontre peut affecter le sujet, réveiller son plaisir d'apprendre et la confiance en ses propres capacités, comme l'a si bien montré par exemple Boris Cyrulnik, en reprenant et développant le concept de résilience. Apprendre est très difficile sans un plaisir partagé, ce qu'évoque si bien le mot co-naissance, écrit en 2 mots. L'enseignant représente le monde des adultes aux yeux de l'élève. L'adolescent doit suffisamment se séparer de sa famille pour construire sa propre vie, et il a besoin de se confronter aux règles pour en éprouver la solidité et la permanence. Les élèves savent très bien trouver les points faibles de l'adulte, ses failles, ses blessures non cicatrisées. Nous savons que l'enfant ou l'adolescent, et ce d'autant plus qu'il est en difficulté, utilise le professionnel, joue et rejoue avec lui et sur lui ce qu'il vit lui-même, dont ses propres conflits. Il cherche à la fois à se voir confirmer la manière dont il se perçoit, parce que cela constitue son identité, même s'il en souffre, et à obtenir enfin, même inconsciemment, des réponses différentes de celles dont il a l'habitude. Il vient poser dans le lieu scolaire des questions insolubles pour lui à ce moment-là, questions qui sont étroitement en lien avec sa propre histoire et avec les différents contextes dans lesquels il vit. Il espère toujours, quelles que soient les apparences, trouver des issues, pour tenter de se réparer et pour se construire. Que se passe-t-il du côté de l'enseignant ? Il est reconnu aujourd'hui, d'une manière générale, que l'enseignant ne transmet pas seulement ce qu'il sait, mais aussi et peut-être avant tout ce qu'il est. L'élève doit pouvoir trouver chez son professeur, malgré les préoccupations de celui-ci, suffisamment de disponibilité et de plaisir à enseigner pour que ça passe. Cela ne va pourtant pas de soi. De plus en plus d'enseignants éprouvent une certaine saturation, de l'impuissance, du découragement face à certains élèves ou certains groupes d'élèves vis-à-vis desquels ils se sentent poussés vers leurs propres limites. L'enseignant est soumis à un impératif voire une injonction. Il doit enseigner et devrait faire réussir tous les élèves. Les exigences internes fortes et surmoïques l'habitent. Être à la hauteur de la tâche, ne pas perdre la face. Celle-ci constitue autant de sources de culpabilité possibles. Maître et maîtrise ont comme étymologie magistère qui signifie celui qui commande. L'idée de faute est toujours sous-jacente à la pratique pédagogique, comme si l'enseignant se considérait entièrement maître et responsable de l'échec de ses élèves. D'où un éprouvé de grande solitude, la honte à dire, à partager avec les collègues ses interrogations, sa faiblesse, ses ignorances, sa détresse. Cette atteinte narcissique, si elle n'entraîne pas la dépression, peut amener le sujet à réagir par du repli ou de l'agressivité.
Les propos de Mireille Sifali peuvent faire écho en tout professionnel et ce d'autant plus que la relation prend une place importante dans ses fonctions. Lorsqu'on travaille avec du vivant, l'autre nous touche parfois, nous résiste souvent. Il provoque fascination, agacement ou rejet. Dans ces métiers, nous éprouvons des sentiments d'amour et de haine. Les personnes avec lesquelles nous travaillons nous renvoient immanquablement à l'essentiel de nos vies d'hommes et de femmes. À l'impuissance et l'ignorance, à la sexualité et la mort, à la dépendance. Comment se fait-il que certains élèves poussent le professionnel au rejet, voire l'insupportent, alors que d'autres suscitent particulièrement son intérêt, appellent son affection, son désir de les aider, voire de les protéger? Qu'est-ce que ces élèves viennent toucher, réveiller en lui? Qu'est-ce qu'ils lui font rejouer au sein même de la relation? Ou de quoi se défend-il? Lorsque l'on s'occupe d'enfants, d'adolescents, on le fait avec ce que l'on est aujourd'hui mais aussi avec les représentations que l'on s'est construites de soi-même et celles de l'enfance. L'enfant puis l'adolescent que l'on a été. Celui que l'on aurait aimé être. Celui que l'on craint d'avoir été soi-même. C'est d'ailleurs ce dernier qui est le plus encombrant. La théorie psychanalytique nomme transfert ce qui se déplace ainsi d'un lieu à l'autre, d'une personne à l'autre. Le professionnel déplace ainsi, malgré lui et à son insu, au sein de la relation avec celui qui l'accompagne, des affects, des représentations, des désirs, des attentes et des mécanismes de défense qu'il a construits en lien avec sa propre histoire. Il en est de même pour celui qui l'accompagne. Ce déplacement peut avoir des effets moteurs, à condition d'être modéré ou au contraire de frein s'il est trop massif. Dans la mesure où il est là d'une manière suffisamment permanente, l'enseignant est le mieux placé pour recevoir les affects en provenance des élèves. Certaines situations sont pour le professionnel source d'émotions, de malaise, d'empêchement à penser, voire de blocage, à l'égard des enfants et des adolescents qu'il ne sait plus comment enseigner, accompagner ou aider. Comme le rappelle Joseph Roussel, le transfert englue la relation dans le registre de l'archaïque. Le praticien est touché, non comme on l'affirme souvent naïvement par ce que l'usager transfère sur lui, mais par ce qui se noue entre lui et l'usager, du fait même de la relation engagée. Ou encore, le transfert c'est l'embrouille, on ne sait plus ce qui est de l'un et ce qui est de l'autre. Le registre de l'archaïque, c'est l'amour et la haine, le désir de fusion ou de rejet sans nuance. Parce qu'il se sent accaparé, envahi, impuissant, l'adulte cherche à se mettre à distance ou bien il tente de rejeter celui qui le déçoit. Lorsque le professionnel n'a pas les outils pour se repérer ou qu'il ne parvient pas à prendre la distance nécessaire pour penser l'ensemble de la situation, il met en place des mécanismes de défense. Il interpose entre l'autre et lui, des théories, des outils techniques. Il s'en protège par une armature institutionnelle, le transforme en un objet qui ne doit pas l'embêter et dont l'agressivité éventuelle doit être matée. Empêtré et encombré par une situation dans laquelle lui-même est en difficulté, il se retrouve empêché dans ses capacités de penser. Il ne parvient ni à percevoir la logique du comportement de l'élève, ni à trouver des réponses qui pourraient aider celui-ci. La part de l'affect dans la relation éducative conditionne ainsi, pour le professionnel, le plus ou moins de plaisir ou de souffrance au travail. Et pourtant ce sont les affects, les émotions, qui permettent de rencontrer l'autre et qui constituent des moteurs puissants pour l'accompagner et pour l'aider. Comme l'énonce encore Mireille Sifali, dans notre relation à l'autre, nous sommes, dans un rapport extrêmement affectif, passionnel dans lequel nous sommes aveuglés par ce que nous sommes. Une telle implication est par ailleurs nécessaire. On ne rencontre l'autre qu'à travers une présence, une authenticité. C'est la base de la rencontre. Nos sentiments ne sont pas inopportuns dans la circonstance, mais ont à être travaillés pour que l'autre ne devienne pas otage de nos affects. Si nous ne voulons pas répéter et prendre les personnes rencontrées comme des objets sur lesquels nous rejouons une partie de notre histoire, nous avons à réaliser ce travail qui découvre parfois ce qui nous a poussés à. Il importe alors pour le professionnel de délier, décalaminer, décoller, désempéguer, dissoudre les affres du transfert afin de se désintoxiquer des affects extrêmes, soit l'onctuosité de l'amour, soit la férocité de la haine. Que se passe-t-il dans la relation entre un tuteur et l'enseignant débutant qui l'accompagne? Tout ce qui vient d'être énoncé précédemment peut être transposé à un deuxième niveau, à la relation entre un enseignant stagiaire et le formateur ou tuteur qui est chargé de l'accompagner. Ainsi,
un stagiaire s'interroge sur les éventuelles difficultés des élèves qui le font douter de la qualité de son enseignement ou de ses méthodes, ce qui n'est pas forcément un inconvénient. Il est, de plus, et du fait de la situation de formation, en recherche ou en réajustement de ses postures professionnelles. Francis Humbert avance que toute situation de formation agit comme un accélérateur d'inconscient. Une déconstruction est nécessaire pour reconstruire une identité professionnelle. Cette déconstruction peut s'accompagner d'une période de fragilité, de doute, de déstabilisation, de déséquilibre, voire d'angoisse. Le passé d'écolier et d'élève, celui d'enfant puis d'adolescent, le vécu des formations universitaires ou professionnelles remonte à la surface. Dans la mesure où il est présent de façon suffisamment permanente ou régulière, le tuteur reçoit les affects en provenance de ce stagiaire. Il est confronté aux questions, aux doutes, aux angoisses et aux éventuelles souffrances de celui qui l'accompagne. Il s'interroge sur ce que cela lui fait vivre, sur ses ressentis, sur ce qui le fait réagir, sur ses propres résistances et mécanismes de défense. On peut avancer que, selon ces différentes strates et en abîme, la qualité de la relation entre le tuteur et le stagiaire peut déterminer de manière décisive tant le plaisir d'enseigner chez cet enseignant débutant, la qualité de la relation entre celui-ci et le groupe classe, et in fine, la qualité d'investissement puis le plaisir d'apprendre chez l'élève. Comment dénouer, démêler ce qui se joue au sein de la relation. Mireille Sifali souligne l'importance d'une parole qui a une adresse. Notre capacité à revenir sur l'expérience passée s'affine avec le concours de quelqu'un, nous dirons en ce qui concerne le travail d'analyse de la pratique, de quelques-uns qui aident à regarder ce que l'on refuse de voir, à comprendre comment, par exemple lorsqu'on a peur, beaucoup de signes nous échappent. On apprend ainsi à nommer, à mettre en mots, malgré l'incompréhension chronique à laquelle chacun est confronté. Comme l'énonce encore Joseph Roussel, la parole au sein d'un groupe de supervision va dénouer, en faisant acte et en réalisant une coupure, dans ce qui tournait en rond. Lorsque le professionnel parvient à repérer ce qui lui appartient en propre, il est mieux armé pour entrevoir ce que l'autre met en scène au sein de la relation et des rencontres, et il peut donc mieux l'accompagner et l'aider. Comment se fait le changement ? Nul n'a le pouvoir de changer l'autre. C'est l'origine de ce que rappelle Freud dans la préface du livre d'Auguste Eichhorn. Il y a 3 métiers impossibles, soigner, gouverner, éduquer. Nous pourrions ajouter former, tutorer. Impossible, pourquoi ? Parce que cet autre dispose de sa propre liberté de sujet de faire ou de ne pas faire, ou de faire autrement que ce qui lui est proposé. Parce qu'aussi les effets des actions entreprises sont toujours en deçà de ce qui était attendu. Il s'agit donc de tenter d'aider au changement de posture du côté du professionnel, en espérant qu'il y aura des effets de changement sur cet autre qui l'accompagne, que celui-ci soit un élève ou un autre adulte. Et le plus surprenant, c'est que cela fonctionne souvent. Parvenir à se distancier quelque peu de son propre transfert est donc une tâche importante, qui relève du seul professionnel. Parallèlement, celui-ci va mettre en œuvre les moyens pour susciter et accompagner le déplacement du désir de l'autre vers un objet tiers, qui devient progressivement extérieur à la relation. Des demandes et des réponses institutionnelles. Un certain nombre d'équipes d'enseignants ont formulé, d'une manière croissante, des demandes d'analyse de la pratique qui se dérouleraient au sein de leurs établissements. 2 sessions de formation de superviseurs ont été ainsi proposées à des formateurs qui intervenaient déjà sur des thèmes touchant directement la relation entre l'enseignant et les élèves. Parmi d'autres tâches, des professeurs formateurs académiques, nommés par commodité PFA, ont été invités à animer des séances d'analyse de la pratique auprès de tuteurs. 2 groupes de formation ont ainsi été organisés à leur intention. Ainsi, un peu comme un emboîtement de poupées russes, les PFA, quelque peu en position de matrioshka, doivent assumer des fonctions d'accompagnement d'accompagnants, puisque les tuteurs sont eux-mêmes chargés d'accompagner des enseignants stagiaires. Si elle ne peut surtout pas prétendre répondre à toutes les questions, à tous les problèmes qui se posent, l'analyse clinique de la pratique peut constituer pour ces professionnels un outil appréciable afin de les aider à mieux comprendre les situations qu'ils rencontrent et peut-être à envisager des réponses possibles. Un même dispositif a été adopté par tous les auteurs de cet ouvrage. Chacun d'eux l'a vécu à sa manière et en témoigne.
Je me contenterai donc de le présenter ici dans ses grandes lignes. Quel est le dispositif mis en œuvre ? L'appellation très générale, analyse de pratique, véritable locution valise, recouvre de nombreux dispositifs qui peuvent s'avérer très différents les uns des autres selon le choix de l'objet des analyses, les objectifs recherchés, les référents théoriques, les méthodologies proposées. L'analyse clinique de la pratique centre ses analyses sur la relation entre un professionnel et celui ou ceux qu'il a la charge d'enseigner, d'éduquer, de former, de soigner, d'écouter, d'aider, d'accompagner, de soutenir. Quels présupposés sous-tendent un dispositif clinique ? L'étymologie du mot « clinique » évoque le fait de se pencher au-dessus d'eux, et renvoie donc à la singularité de chaque situation, inscrite dans un contexte spécifique. Une démarche clinique implique d'analyser une situation actuelle, concrète, précise, dont un des participants fait le récit au groupe. Le fait de se référer à la théorie psychanalytique invite le narrateur à repérer son propre transfert, au sein même de la relation qu'il partage avec le groupe. Le positionnement de l'intervenant et des participants, les modalités mêmes de ce dispositif en découlent. Ce sont les professionnels eux-mêmes qui connaissent le mieux la spécificité de leur métier, le contexte dans lequel ils exercent. L'analyse clinique de la pratique vise donc à mettre au travail, dans un groupe de pairs, les compétences et les savoirs de chacun, sa créativité, pour redonner du sens à la situation énigmatique ou difficile qu'un professionnel rencontre et ce qui serait éventuellement possible de tenter pour faire évoluer celle-ci, alors qu'elle peut se présenter comme une impasse. La tâche principale de l'intervenant consiste à mettre en mouvement et à soutenir la parole de chaque participant au sein même de ce groupe. La possibilité même de ce travail d'analyse en groupe et avec le groupe implique un engagement rigoureux de la part de chacun, régularité de sa présence, implication personnelle, une écoute de l'autre, une écoute de soi. L'analyse clinique de la pratique est un peu une auberge espagnole, et ce que chacun va y trouver sera à la hauteur de son implication, du partage de ses émotions, de ses inventions, de ses trouvailles, de ses bricolages, donc de sa parole. Parler à d'autres de ce qui encombre, de ce qui fait souffrir, de situations dans lesquelles on est empêtré, pour lesquelles on ne sait plus comment faire, est une prise de risque. Deux règles facilitent l'émergence de la parole et en garantissent sa sécurité. Ce sont le non-jugement et la confidentialité, en ce qui concerne les propos personnels. L'expérience et de nombreux témoignages montrent à quel point un cadre rigoureux et un dispositif bien structuré s'avèrent contenants, sécurisants, et garantissent les conditions indispensables pour que la parole des participants puisse se déployer d'une manière constructive. Un dispositif en 3 temps. Temps 1, le temps du récit. Suite à la question « Qui nous fait travailler aujourd'hui ?», la première personne qui prend la parole la garde. L'hypothèse avancée est que seul ce professionnel connaît l'importance pour lui-même de parler d'une situation ou d'une autre. Il fait donc le récit, sans préparation préalable, d'une situation professionnelle qu'il est en train de vivre et pour laquelle il demande l'aide du groupe, au moins pour comprendre un peu mieux ce qui se passe. Il pose ainsi et partage ses questions, ses émotions, ses éventuels ressentis d'insatisfaction, d'impuissance, mais ce peut être également une situation de réussite, de satisfaction qu'il souhaite mieux comprendre. Le groupe n'interrompt pas celui qui expose et assume à ce moment-là une première fonction de saint poubelle, ou de saint toilette, selon l'expression de Donald Meltzer. Winnicott parle de fonction contenante, ou versant passif de l'accueil de l'angoisse, comme un récipient qui contient sans déborder ou se briser et sans rien rejeter. L'écoute de chacun se centre ainsi d'abord et en priorité sur le professionnel qui raconte, sur les mots qu'il utilise, sur les émotions qu'il exprime, que l'on perçoit ou qui surgissent en chacun à l'écoute de ce récit. Que se passe-t-il pour le narrateur ? Par son récit qui a une adresse, celui-ci commence à mettre un peu d'ordre dans ce qui lui est arrivé. Il exprime des ressentis, des émotions, des peurs ou des désirs, tout en retraçant, clarifiant, complétant, rectifiant la chronologie des faits. Ce temps de parole peut lui permettre de prendre une première prise de distance par rapport à son vécu, et peut-être, de commencer à repérer sa part de responsabilité dans ce qui s'est passé. Temps 2, le temps clinique des résonances. Les paroles du narrateur ont résonné en chacun d'une manière éventuellement différente. C'est cela la richesse d'un groupe. Au cours de ce temps dit clinique, par la question générale,
Qu'est-ce que cela me fait d'entendre cela? Chaque participant est invité sans échange à exprimer ce qui a résonné en lui lors de son écoute du récit, et cela fait des ronds, comme une pierre jetée dans l'eau. Qu'a-t-il entendu des affects, des ressentis, des émotions du narrateur à partir des mots que celui-ci a utilisés, à partir de leur répétition par exemple, ou ce qu'il a cru percevoir de ces affects même s'ils n'ont pas été exprimés explicitement? Cependant, nous savons tous que l'on entend l'autre à travers ce que l'on est soi-même, et que pour pouvoir écouter cet autre, il faut savoir écouter en soi les sensations physiques et émotionnelles qui nous traversent. Une deuxième dimension suggérée par cette expression, ce que cela me fait, renvoie donc aussi, d'une part, à ce qui a pu émerger en chacun, de sa place de professionnel, de ses propres ressentis, affects, émotions, lors de son écoute du récit, et d'autre part à ce qu'il a pu ou aurait pu éprouver dans une situation semblable. Ce qui est au travail est bien ici l'écoute de l'autre et l'écoute de soi. Le groupe assume alors ce que Winnicott nomme la fonction conteneur, ou versant actif de l'accueil des ressentis et des affects qui peuvent submerger le narrateur, qui peuvent bloquer sa pensée. Lui proposer et lui prêter des mots lorsque cela paraît nécessaire, correspond à une aide pour transformer l'angoisse en sens. Comme l'énonce René Caes, la fonction conteneur correspond au rétablissement du processus psychique grâce au travail de transformation de contenu destructeur par un contenant humain actif et apte à rendre possible cette métabolisation. Le narrateur écoute sans intervenir, et il se reconnaît ou non dans ce qui est énoncé. Ces paroles peuvent l'aider à mettre des mots sur ce qui le touche, sur ce qu'il ressent lui-même, sur ses éventuels mécanismes de défense. Il peut repérer ses peurs, ses désirs, ses attentes envers cet autre de qui il parle, ses fantasmes plus ou moins conscients, ce qu'il a mis en jeu dans la relation et la situation qu'il a évoquée, et ce que parfois lui-même répète au sein de son contexte professionnel. Il peut ainsi remonter le fleuve de sa propre histoire selon l'expression de Joseph Roussel, repérer ce qui l'a poussé à faire ou à dire cela. En démêlant son propre transfert et celui de l'autre, il parvient à mieux saisir ce que cet autre transfère sur lui-même et ce que celui-ci est en train de rejouer de sa propre histoire au sein même de la relation. Cependant, c'est lui seul qui fera le tri dans tout ce qui a pu être énoncé. Le superviseur n'intervient pas, sauf pour rappeler les règles, si besoin est. À la fin de ce temps 2, le narrateur est invité à prendre la parole et à exprimer ses résonances des résonances, en accord, en désaccord, ou en éventuel prolongement de ce que chacun a exprimé. Temps 3, le temps du tissage, des hypothèses et des propositions. Lors de ce temps, dit du tissage, la pensée rationnelle est sollicitée dans une recherche de compréhension de la situation évoquée dans ses différentes dimensions. Prendre le temps pour comprendre est important car nous avons tous tendance à apporter trop vite des réponses lorsqu'une question est posée. Nous devons nous méfier de nos certitudes. Avançait Gaston Bachelard. Quand on comprend trop vite et trop bien, on est sûr de n'avoir rien compris. Nous sommes toujours trop rapides à dégainer nos théories, trop pressés de formuler un diagnostic. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.